confinement jour 5, donc ça doit être la quatrième vidéo, donc une vidéo par jour sur les domaines de l'agilité, le project management, le développement. Donc là j'ai commencé une série sur le backlog et aujourd'hui on va parler des différents éléments du backlog, donc ce qu'on appelle des PBI, des user stories, des epics, des issues, etc., etc. Il y a tout un vocabulaire à voir. Donc on va voir qu'est-ce que sont ces éléments, à quoi ils servent, quelles sont leur durée de vie. Donc souvent il y a un truc qu'on vous apprend, c'est que le backlog c'est simplement une liste d'éléments ordonnés. Oui, mais pour moi c'est de la foutaise. Alors c'est vrai en théorie, mais pour moi c'est inacceptable. Même au niveau d'un simple sprint, si on prend un sprint backlog, je ne peux pas me contenter d'avoir simplement des éléments, des expressions de besoin, et dire à l'équipe de dev, fais ça, puis fais ça, puis fais ça, puis fais ça, puis fais ça. Pourquoi? Parce qu'une expression de besoin, elle est souvent liée à un domaine beaucoup plus large. Si par exemple je veux pouvoir changer par exemple le statut professionnel d'un ensemble de salariés, par exemple dans un logiciel de RH, si j'ai pas accès aux informations de la gestion des salariés, savoir qu'est-ce qu'un salarié, quelles sont les entités du salarié, quels sont les autres user stories qui existent pour le salarié, je vais pas avoir la vision d'ensemble et je vais pas pouvoir le développer correctement. Développer sans avoir une vision d'ensemble, il n'y a pas pire des choses. Donc je vais avoir besoin de relier cet élément-là à un groupe plus important qui là serait par exemple la gestion des utilisateurs, des salariés qui contient différentes user stories. Alors c'est encore plus inacceptable dans un backlog produit, on ne peut pas se retrouver avec des 10, 20, 30, 40, 50, 100 expressions de besoin et juste s'amuser à les dépiler. Un logiciel, c'est développer, c'est développer un produit. Pour développer un produit, il faut comprendre la vue d'ensemble de ce produit. Qu'est-ce que ce produit? Quelles sont les grandes thématiques de ce produit? Comment est-ce qu'elles sont reliées entre elles? Et juste user story, pour moi, c'est pas adapté. Alors parfois, c'est une restriction à cause des outils. Si on prend par exemple GitHub, il y a des boîtes qui travaillent que sous GitHub, on a des issues, c'est-à-dire on a une liste d'expressions de besoins et c'est tout. Ouais, mais pour moi, ça ne suffit pas. Donc il ne faut pas se limiter aux produits qui parfois sont très limitants et ne permettent pas d'avoir une bonne visibilité du produit. Alors, il existe un vocabulaire, une façon d'organiser justement ces expressions de besoin qui donne une espèce d'arbre. On va retrouver notre PBI. Alors ce qu'on appelle PBI en Scrum, c'est le Product Backlog Item. Grossièrement, c'est en Scrum, enfin c'est la user story ou c'est l'issue que vous retrouvez en GitHub. Grossièrement, c'est une expression de besoin unitaire, c'est-à-dire qui n'est pas décomposable. En tant que gestionnaire RH, je veux pouvoir ajouter un contrat de travail à un salarié. Voilà, ça c'est une expression unitaire, on ne peut pas le décomposer en différents éléments. Ces PBI vont avoir des tâches. Alors la différence entre un PBI et une tâche, c'est qu'un PBI c'est une expression fonctionnelle et les tâches sont des expressions techniques. Donc là par exemple, en tant que gestionnaire RH, je veux pouvoir ajouter un contrat de travail à un salarié. Eh bien, ça peut être une tâche pour pouvoir créer l'entité contrat de travail. Ça peut être du DAO. Enfin, en théorie, ça existe déjà, parce que là, on fait juste rajouter un contrat. Ça va être différents éléments techniques. Donc, le PBI, c'est une expression de besoin, c'est du fonctionnel. Les tâches, c'est de la réalisation. Et c'est pas forcément que du dev, ça peut être aussi de la documentation. Parce qu'un PBI est finalisé lorsqu'il peut être mis en prod, c'est-à-dire il se suffit à lui-même. Donc ça peut être la documentation utilisateur aussi, ça peut être tous les éléments qui font que ce PBI est finalisé. Comme je l'ai dit, un ensemble d'expressions de besoins, ça ne donne pas une vue d'ensemble et on ne comprend pas bien le logiciel. Eh bien, il y a un niveau supérieur qu'on appelle la features. Alors la features, ça va regrouper un ensemble cohérent d'expressions de besoin. Par exemple, si là j'ai une feature d'ajout de contrat dans un salarié, eh bien ma feature, ça peut être la feature de gestion des salariés. Et donc dans les salariés, je vais pouvoir gérer
la création du salarié, la mise en sommeil du salarié, l'ajout de contrat d'un salarié, l'ajout de personnes je sais pas, personne à charge, j'ai oublié le terme, personne dépendante d'un salarié. Je vais pouvoir gérer les visites médicales du salarié, etc. Et on a un niveau qui est encore au-dessus, que l'on appelle les pics. Alors les pics, ce sont des grandes thématiques qui vont avoir une vie sur le très long terme, souvent qui n'ont pratiquement pas de fin de vie. Un exemple, par exemple, sur un site marchand, le paiement. Forcément, il y aura toujours du paiement sur les sites marchands, même si les sites marchands se transforment, font leur mue. Vendre, c'est échanger un bien ou un service contre de l'argent. Donc il y aura forcément donc il peut y avoir par exemple un épique paiement. Voilà, bah tiens, j'ai pris l'exemple justement. Si je suis sur un site e-commerce, l'épique ça peut être le paiement. Je peux avoir par exemple deux features, le paiement par carte bleue, le paiement par chèque. Et pour chaque feature, je peux avoir un ensemble de PBI. Par exemple, pour le chèque, je veux en tant que gestionnaire, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça comme acteur, ou personnel de back-office, valider le paiement, des chèques reçus, par exemple. Donc quand je vois des chèques, je peux valider en back-office que que le paiement est valide et donc que la commande peut être traitée. Par contre, pour le paiement par carte bleue, je veux pouvoir, en tant que client, payer directement ma commande. Voilà. Et par exemple, payer ma commande, ça va se résumer à plusieurs tâches, donc par exemple des tâches de gestion d'API avec des systèmes bancaires. Alors, une petite différence aussi entre ces éléments, c'est que le PBI, ou le bug, aussi d'ailleurs on va pas parler, le PBI et la tâche, ça va donner des réalisations. En tant que gestionnaire RH, je vais pouvoir ajouter un contrat et une expression de besoin. Cette expression de besoin va donner lieu à des tâches qui vont du développement, de la documentation, etc. Mais ça va donner un résultat opérationnel, quelque chose qui va finir en prod. À l'opposé, la features et les epics, ce sont un peu comme des packages, ce sont des grands domaines structurants, mais ça ne produit rien. La gestion des utilisateurs, par exemple, si j'ai une features gestion utilisateur, ça donnera strictement rien. Ce sont vraiment des conteneurs fonctionnels, on va dire. Alors, là, j'ai repris, j'utilise pas mal Azure DevOps en ce moment, donc j'ai repris les schémas de Azure DevOps. Nos différents éléments, nos épiques, nos features, nos PBI et nos tâches vont avoir des cycles de vie différents. Alors, on peut être sur une grande théorie comme dans Azure DevOps, où par exemple, là, mon backlog item, il peut être nouveau, il peut être approuvé par le product owner, il peut être committed, c'est-à-dire que l'équipe de développement va commencer à travailler dessus et peut être done. Ou alors on peut simplifier les choses, il est nouveau, il est dans un sprint, toutes les tâches de mon PB sont finalisées, il est done. Voilà, donc il ne faut pas forcément se laisser dominer par l'outil, il faut utiliser un outil parce que ça nous correspond et parce que ça apporte de la valeur. Moi, j'avoue que la phase approve et committed en gestion de projet actuellement, je m'en moque un peu. Pour moi, soit c'est dans le backlog, donc c'est new, soit c'est en cours de développement, c'est dans le sprint, toutes les tâches sont faites, c'est done. J'ai pas besoin vraiment de plus. On le voit. Alors pour les tâches, c'est pareil. Là-dessus, Azure DevOps, c'est assez bien. C'est à faire en progression et c'est done et ça me suffit amplement. D'ailleurs, personnellement, j'utilise très très peu, par exemple, les statuts des epics. Pourquoi? Parce qu'un epics, ça a une durée de vie pratiquement infinie. Si je prends le paiement en ligne dans un site e-commerce, c'est quelque chose qui ne disparaîtra jamais. Donc le seul cas où un epic peut être passé à done, c'est qu'il n'y aurait absolument plus aucun développement lié à cet élément-là. Donc il faudrait qu'on se retrouve avec un élément fonctionnel qui est totalement abandonné. Alors ça existe par exemple en paye. Il y a différentes choses qui ont été remplacées par d'autres. Donc on peut estimer que certains grands épiques peuvent disparaître. Voilà par exemple. Mais ça arrive très rarement. Donc pour moi, avoir une gestion du cycle de vie de l'Epic, ça ne sert à rien.
C'est vraiment passer du temps pour rien. De même, une features, est-ce que il y a une obsession parfois aussi de la features, c'est l'obsession du management, c'est passer des features à done. Est-ce que c'est fini? Pour moi, c'est la pire erreur. Pourquoi? Parce qu'une features, à un moment, on va établir un ensemble d'expressions de besoins, on va les développer, on va les passer en prod, et là, si on fait bien son job, on va pas se dire c'est fini, on va se dire ça commence. C'est là où on va se confronter à nos clients. Et on va voir du feedback. Et on va modifier certains PPI et on va en créer d'autres. Donc par ce feedback, on va ramener à la vie la features. Donc pour moi, une features qui arrive très rapidement à fin de vie, à donne, c'est qu'il y a un problème. Une features, elle doit rester vivante ou elle doit être ramenée à la vie assez souvent. Et cette obsession du management à vouloir passer les features add-on, c'est très mauvais parce que ça incite les product owners, en tout cas ceux qui ne font pas bien leur job, à ne jamais ramener une feature à la vie parce que ça empêche une certaine lisibilité de la direction. La direction veut des indicateurs. Est-ce que c'est fini? Oui. Est-ce que c'est pas fini? Est-ce que c'est fini? On en est à combien de pourcents de progression? Alors que le cycle de vie d'un logiciel, c'est pas ça justement, c'est ça qui, je pense, gêne pas mal de directions. C'est que c'est un cycle. Ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. S'arrêter, dire on a fini, c'est une erreur. On peut toujours s'améliorer. Et surtout, c'est quand ça commence à arriver en prod que ça commence à être vraiment vivant et qu'on a une finalité. Alors ce que font certains, pour pouvoir concilier ça avec la direction, c'est qu'ils font une features, il la finalise et il la passe à donne. Et après, quand elle est finie, qu'est-ce qu'ils font? Ils font la même features underscore V2 par exemple, il la développe et la passe à donne, etc. Ce qui veut dire que pour une features donnée, on va se retrouver avec 2, 3, 4 features comme ça dans notre suivi de projet. Et donc on ne va pas avoir une features qui décrit exactement l'ensemble des expressions de besoin, donc le fonctionnel, parce qu'on a découpé tout ça pour faire plaisir à la direction. Ce qui fait que notre backlog devient absolument illisible en termes d'expression et d'agrégation de fonctionnalités. Donc ça, non. Je sais bien que ça ne plaît pas à la direction parce que on a plus de beaux jolis indicateurs à mettre sur PowerPoint, mais il faut arrêter ce genre de bêtises, c'est du massacre de backlog. Alors, petite chose aussi, oui, une user story, qu'est-ce que j'ai écrit? Naissance d'une features. Oui, une user story, ça a besoin de cohérence et c'est un ensemble complet. Pourquoi? Parce que trop souvent, on voit des user stories, comme je vous l'ai dit, qui sont empilés, mais on ne voit pas la cohérence par rapport à une feature. Il faut toujours penser une user story par rapport à un surensemble. Ça, c'est quelque chose d'absolument indispensable, sinon on se retrouve avec des PO qui écrivent des user stories à la volée. Parfois il en manque parce qu'on n'a pas justement pensé la chose dans sa globalité, et des développeurs qui prennent tout ça un peu n'importe comment sans avoir ce que les Américains appellent la big picture, la vue d'ensemble, voilà. Donc il faut absolument avoir cette cohérence et cette complétude. Ce qui est un peu différent quand on upgrade, c'est-à-dire quand on rajoute après des mises en prod des user stories. Souvent les user stories, alors j'ai écrit suffit à lui-même, c'est pas vrai, mais elle va suffire à lui-même par rapport à l'ensemble de feedback qu'on a reçu. Et les user stories qui sont écrites après avoir déjà envoyé en prod souvent une features sont beaucoup plus pertinentes parce que le logiciel est en prod, on a le retour client. Nous aussi on a manipulé en prod et on a une bien meilleure assise, un bien meilleur retour par rapport à ce qui semblerait être la vérité. Donc souvent, elles ne se suffisent pas à lui-même, mais je trouve qu'elles ont une cohérence par rapport à elles-mêmes qui est beaucoup plus forte. Alors c'est une chose qu'il faudra qu'on parle d'ailleurs. On m'a posé la question il n'y a pas longtemps, c'est qu'est-ce qu'on fait en termes de priorisation de ces user stories qui émergent par rapport à des feedbacks de prod quand on a une roadmap. Donc ça, je vous en parlerai dans la vidéo sur la priorisation du backlog.